Rapidement à Guido. Oui, merci Claudio. Guido Palazzo, je suis prof en éthique des affaires à l'Université de Lausanne, HEC, et je ne suis pas un expert d'Economic Intelligence, mais je m'occupe dans ma recherche du côté obscur de la force. Donc je me pose la question pourquoi des gens normaux dans les organisations font des choses immorales, illégales. Et si on se pose cette question, la réponse qu'on reçoit souvent, c'est qu'il y a des soi-disant bons pourris qui expliquent les scandales dans les entreprises, qui expliquent pourquoi quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il y a des problèmes de caractère, il y a des problèmes d'avidité connectés à des personnes. Mais moi je suis convaincu, si on analyse les scandales des entreprises en plus de profondeur, ce qu'on trouve, c'est des gens normaux comme vous et moi. C'est très rare qu'on trouve des criminels. Un exemple, ça c'est Kweku Adoboli. Kweku Adoboli, c'était le trader de la UBS qui était responsable pour la perte de 1,5 milliard d'euros de la banque. Kweku Adoboli, c'est le fils d'un diplomate qui était à une des meilleures écoles en Angleterre, qui a étudié management à Nottingham. C'est une des écoles de business qui est connue par son programme en éthique des affaires. Parmi ses collègues, il était très aimé, très chaleureux, il a toujours aidé à tout le monde. Il y a quelques mois, j'avais une discussion avec son supérieur qui me disait un trader comme Kweku Adoboli, pour nous, c'est un idéal. C'est le trader qu'on veut avoir. Si on ne peut pas faire confiance à quelqu'un avec cette CV, à qui est-ce qu'on peut faire confiance? Et ma réponse à lui, c'était que très souvent, la raison pour laquelle les gens se comportent d'une manière immorale, illégale, n'a rien à faire avec le caractère, mais est connectée ou s'explique par le contexte dans lequel ils se trouvent. On prend un jeune manager qui vient un jeune gradué d'une business school de Nottingham, on le met dans un contexte pathologique et il devient fou. Donc c'est le contexte qui est important. Et qu'est-ce qu'on fait si on analyse des scandales? On analyse des personnes. On fait une investigation de la personnalité de quelqu'un pour comprendre pourquoi quelqu'un a fait ça et pour l'éviter à l'avenir. Mais si on ne fait pas une analyse similaire du contexte, on ne comprend rien. Même si on a des managers qui sont des bons pourris, comme ces trois de Enron, on ne comprend jamais le système de corruption qu'ils sont capables de créer dans leur organisation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir quelques criminels, il doit y avoir un système dans lequel des gens normaux participent. Et des gens normaux qui participent, souvent, quand le scandale est rendu public, sont choqués d'eux-mêmes. Comment est-ce que je pouvais faire ça? C'est tellement contraire à mes propres valeurs, à mes intentions, à mon éducation. Pourquoi est-ce que moi j'ai participé à ça? Et ils ne comprennent pas. Moi j'appelle ça aveuglement moral. Donc il y a des situations qui peuvent être tellement fortes que la personne qui prend des décisions dans le contexte ne voit plus l'aspect éthique ou juridique de la décision. Et dans le module que moi j'enseigne dans ce cours-là, et j'enseigne à nos étudiants à HEC aussi, j'essaie d'expliquer les forces psychologiques qui rendent le contexte tellement fort. Donc les constellations dans lesquelles les managers prennent leurs décisions. Comme Claudio a dit, l'ennemi souvent est à l'intérieur. Donc même si on parle de l'economic intelligence et on analyse les risques externes trouvent souvent leur porte par des personnes à l'interne. Donc comment est-ce qu'on peut créer un contexte dans lequel vous et moi, avec une certaine probabilité, on devient des criminels? Je vous donne seulement quelques éléments aujourd'hui. On ne peut pas parler de tous les détails, mais juste si vous imaginez la combinaison des facteurs suivants. Vous créez des objectifs qui ne sont pas réalistes.
Souvent, les managers pensent que si on formule des objectifs qui ne sont pas réalistes, ça motive les gens. Mais plus les objectifs sont irréalistes, plus on pousse les gens vers les limites de la légalité. Et si on dit vers la limite de la légalité, en clé d'un contexte qui peut pousser les gens vers une telle dynamique, c'est les objectifs qui ne sont pas réalistes. Vous pouvez combiner ça avec des incitations individuelles, individuelles, comme dans les banques, souvent. Donc c'est l'individu qui reçoit un bonus pour sa propre performance, sans être connecté au destin de l'entreprise, de l'équipe. C'est seulement moi qui compte. Ajouter un langage et une culture agressive. Les managers de Enron, de Lehman Brothers, aussi de Siemens en partie, de Cisco aujourd'hui, ils utilisent un langage de guerre. On doit tuer la concurrence. Il y a une bataille. Seulement quelques entreprises peuvent survivre. Si on utilise systématiquement un langage de guerre dans une entreprise, on donne le signal qu'on est dans une situation spéciale. Et dans une situation spéciale, les règles ne comptent plus. C'est un effet psychologique qui a été démontré assez souvent dans la recherche. Plus la langue est agressive, plus les gens vont aller vers les limites. Et on ajoute finalement un système d'évaluation humiliant, comme chez Enron. Enron, une fois par année, c'est une entreprise qui était dans le business de l'énergie, donc des traders. Et une fois par année, tous les traders étaient rassemblés dans une grande salle et divisés en 3 groupes. Low performer, medium performer, high performer. Les high performers recevaient des bonus de 2, 3, 4 millions de dollars. Et on parle ici des jeunes gradués de Harvard et Wharton. Ils étaient entre 20 et 25 ans. Premier job chez Enron, première année de travail, 2, 3, 4 millions de bonus. Les low performers, ils étaient virés le même jour. Qui faisait la décision? C'était un comité des pairs. Et on savait qui était dans le comité. Donc, pendant l'année, on faisait tout pour survivre ce qu'ils appelaient le bonus day. Ça crée un climat de darwinisme. On veut survivre. On est déjà un gradué de Harvard. Donc, on est entraîné de croire qu'on est parmi les meilleurs du monde. On travaille pour l'entreprise qui est considérée l'avenir du capitalisme. Comment est-ce qu'on explique à sa prochaine entreprise qu'on a été viré à Enron après 6 mois? On ne peut pas. Donc, on fait tout pour survivre. Faites une combinaison de tous ces facteurs. On peut ajouter autre chose, mais ici, je me limite à ça. Et ce que résulte de cette combinaison, de cette constellation, c'est la peur. Une entreprise dans laquelle la culture est caractérisée par la peur, c'est l'entreprise la plus vulnérable, pas seulement pour les risques internes, mais aussi pour les risques externes. Donc, si on veut gérer l'ennemi dans l'entreprise, ça serait naïf de croire qu'il faut juste mettre sous contrôle le risque d'avoir des criminels. Il faut analyser la culture de l'entreprise. Il faut savoir où et sous quelles conditions l'entreprise prenne une dynamique qui pousse les gens vers un comportement qu'ils n'accepteraient sous des conditions normales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte peut être plus fort que les valeurs. Le contexte peut être plus fort que les bonnes intentions. Et c'est la responsabilité des leaders dans une entreprise de créer un contexte qui n'est pas fort, qui n'est pas rigide, qui ne crée pas cette vision trop étroite du monde dans lequel les gens vont faire tout ce qu'il est nécessaire pour survivre la pression. Merci.